Bienvenue au Polysécure, épisode spécial. Je suis avec Davy. Bonjour. Ça va bien? Ouais, très bien. Merci de me recevoir à nouveau. Oh, ça va être plaisant. Aujourd'hui, on change un peu la dynamique qu'on avait construite jusqu'à présent. On était des épisodes un peu plus techniques, que justement, on abordait des sujets AWS spécifiques. Cette fois-ci, on va faire des sujets on va commencer une série de sujets un peu plus, je dirais un peu plus mous, mais plus intéressants parce qu'ils sont, à certains égards, important d'être considéré. Le premier qu'on prend de la série, c'est vraiment la relation avec les cloudeurs, parce que jusqu'à présent, on se lance corps et âme dans l'info nuagique sans comprendre ce que ça prend. Puis la relation qu'on doit constituer avec les cloudeurs, c'est pas un abonnement, mais vraiment construire un partenariat avec ceux-ci pour arriver à justement exécuter notre mission d'affaires, parce que c'est un peu ça l'objectif. Je vais te laisser débuter là-dessus parce que c'est déjà des bonnes idées, puis on va enchaîner. Tout à fait. Merci beaucoup, effectivement, de m'accueillir à nouveau. Ça fait, donc on disait en amont de cette préparation, 1 an maintenant qu'on collabore. Et effectivement, on a beaucoup parlé du cloud du point de vue technique. Et comme tu dis, ça dément pas. Hein. On a de plus en plus de clients qui vont. Le nombre de formations de clients qui viennent nous voir pour le faire est énorme. Donc, on a bien une vague d'entrée dans les clouds, que ce soit Amazon, Azure, Google, tout le monde, hein, de façon mixte aujourd'hui. Mais on s'aperçoit que l'établissement des règles de communication avec les fournisseurs de cloud n'est pas forcément toujours très clair pour tous les clients. Au premier abord, moi, ce que je note, c'est un l'effet de mode. C'est tout bête, hein, mais c'est vrai. Hein. C'est-à-dire que on a beaucoup de clients qui sont intéressés à la démarche du cloud parce que d'autres l'ont déjà fait. Et donc, un peu comme VMware à l'époque de la virtualisation, un peu comme certains éditeurs, il y a eu des gros succès, des grosses vagues qui sont arrivées parce que d'un seul coup, tout le monde s'y était mis, ou comme Docker. À partir du moment où il y a un produit ou une solution qui a l'air d'être à maturité, que certains secteurs y vont, tout le monde a envie d'y aller parce qu'il y a des promesses. Et ce qui m'intéresse déjà, c'est de voir, quand j'ai un nouveau client qui arrive, quelles promesses lui ont été faites ou qu'est-ce qu'il croit, et la croyance a un gros rôle à jouer, qu'est-ce qu'il croit qu'il va gagner dans le cloud. Alors, il y a le mythe de l'économie, potentiellement, d'économiser beaucoup d'argent, qui se transforme par certains clients à gagner beaucoup d'argent. On va voir que c'est 2 chemins différents. Économiser, c'est par rapport à ce qu'on dépensait avant, donc il y a un avant. Gagner beaucoup d'argent, ça peut dire augmenter aussi peut-être sa productivité, son innovation, à être plus aligné avec son marché, ce qui est une possibilité et qui est tout à fait envisageable. Hein. Si ce n'est qu'il faut potentiellement se mettre un petit peu en action pour y arriver. Il y a la résilience, ça c'est une réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Amazon par exemple, mais c'est Netflix. Netflix est un des gros clients d'Amazon et quand on regarde les actes, je sais pas si tu as déjà lu, il y a une série d'articles faits par le CEO de Netflix qui explique en fait au début, au milieu et à la fin pourquoi ils ont décidé d'aller se positionner chez un fournisseur tierce. Ils expliquent eux-mêmes et ça va te faire rire parce qu'on en parlait il y a quelques instants que une des raisons c'est qu'ils étaient propriétaires de centres de données eux-mêmes, ils avaient leurs propres infrastructures et ils disaient même comme ça on s'en sort pas. On n'arrive pas à être résilient, ça nous coûte cher, on comprend pas. Et à fin des fins, désolé, j'étais un peu vulgaire, mais c'est mon habitude, ça nous emmerde. Donc il se dit, on va chez quelqu'un d'autre, pardon. On va aller chez quelqu'un d'autre qui fait déjà ça pour nous à une très grande échelle et qui nous donne la facture. Et j'aime bien cette approche parce qu'elle est assez réaliste et j'ai beaucoup de clients qui comprennent très bien ça, qui disent, en fait, je me débarrasse du problème. J'aimais bien rappeler, quand je faisais à l'époque, je donnais les cours VMware à 10 ans, je disais aux gens qui sont quand ils étaient dans la salle avec moi, je disais, mais rappelez-vous que l'entreprise pour laquelle vous travaillez, elle vend pas du VMware, elle vend des chaussures ou des assurances ou elle fabrique des bateaux. Donc l'informatique, elle en a rien à faire et c'est légitime d'en avoir rien à faire parce que c'est pas leur métier. L'informatique, c'est un outil. Nous, en tant que professionnels, évidemment, on vient avec l'intérêt, donc on se dit, c'est un nouveau jouet, c'est sympa, une nouvelle pratique, je peux gagner des trucs, c'est vrai que c'est enthousiasmant. Mais le client, lui, il subit le truc. Et à l'époque, c'était, tu veux une ampoule, il faut une centrale nucléaire. C'était ça. Tu veux un serveur, il faut une infra virtualisée. Une infrastructure virtualisée. C'est peut-être mieux si je le dis comme ça. Je vais essayer d'éviter de bafouiller. Et le cloud a cet avantage que on peut venir picorer. J'aime bien ce côté. Je peux venir prendre 2-3 trucs, m'en aller, et j'ai la facture qui tourne. Et c'est ça aussi qui porte préjudice aujourd'hui, c'est que les clients comprennent pas que la facture, elle est assez réaliste. Alors, on me dit souvent, c'est un argument, hein, le cloud c'est très cher. Alors, très, je peux entendre. Trop, je sais pas, c'est une question, la différence entre très et trop, c'est une question de jugement, une question de posture. Faut-il encore être capable de comparer ça avec ce qu'on faisait chez soi? Et, je suis désolé, hein, je vais être honnête,
Mais je crois que j'ai jamais rencontré un seul client qui était capable de me dire combien coûtait son infra. J'ai la même chose, puis j'ai le même réflexe que toi, parce que, oui, ça va coûter plus cher, mais avez-vous calculé combien coûte votre pied carré dans votre centre de données? Combien vous payez les gens pour maintenir et entretenir ces éléments-là? L'électricité que ça coûte pour entretenir la climatisation qui est inhérente. Au Québec, on est chanceux parce que le coût d'énergie est très faible, fait que ces coûts-là sont généralement balayés comme étant inexistants, mais la réalité, c'est qu'ils sont existants et ils doivent être comptés. Les licences d'entretien et il y a beaucoup de coûts associés avec maintenir un centre de données puis maintenir ces choses-là qui sont jamais calculés, là. Alors, le facteur humain, hein, c'est souvent le facteur humain qui est complètement ignoré ou très mal calculé, où on estime que les personnes peuvent faire ça. En fait, donc elles ont absolument jamais le temps de le faire. Moi, il m'arrive de pointer aux clients, j'ai dit, et le prix de la résignation, vous l'avez pris en compte? Le prix du fait que vous ayez une architecture statique, avec un nombre de serveurs physiques, avec un nombre de switches d'équipements de routage, avec un nombre de stockage, et que vous pouvez pas faire plus de VM. Le fait que vos équipes ne proposent même plus certains projets, parce qu'elles savent déjà qu'elles vont se faire cueillir. Ça, je le prends souvent en compte quand j'ai des clients qui veulent aller dans le cloud, qui me disent, ouais, mais nous, notre architecture est statique. Je dis, non. Vous avez créé et vous êtes habitué à une culture de la résignation. C'est-à-dire que vous avez appris qu'il n'y avait pas de place, qu'on vous dira jamais OK pour votre projet parce qu'il n'a pas trop de valeur ou qu'on ne sait pas lui donner de la valeur. Et donc, vous avez appris à faire comme ça. À partir du moment où il y a la place, la question se pose plus. C'est ça. Se pose dans les mêmes termes. Il n'y a plus de contraintes. Fait que d'un point de vue affaires, quand on veut faire des choses comme ça, c'est infini. Mais c'est aussi le danger, parce que j'ai vu certains clients qui ne comprennent pas non plus que pas parce que ça se fait vite qu'on est capable d'avoir les outils en main facilement. Les coûts associés, parce qu'il y a l'autre pendant, parce que là, on paye vraiment ce qu'on consomme. Avant, ce qui était de l'argent de singe qu'on voit pas passer, fait que ça n'a techniquement pas de valeur. Là, il y a un signe de dollar réel ou un signe d'euro, tout dépendant de où on se situe, qui est associé avec les éléments qui vont être consommés. Et ça prend de la réflexion aussi. C'est un peu aussi le danger, ou peut-être le mirage que certains cloudeurs, mais c'est pas les cloudeurs en termes de grands ensembles, mais les gens qui travaillent pour ces cloudeurs-là, qui veulent absolument nous inciter à consommer leurs services, vont peut-être escamoter certains bouts importants de réflexion qui sont nécessaires et avant de s'y mettre pour que la relation soit harmonieuse. C'est parce que c'est ça, éviter la déception en bout de piste, ça. Les clients réalisent pas toujours qu'il y a un travail à faire. Et tu le vois, moi je le vois s'aligner avec les nouveautés proposées, par exemple, comme Amazon, par Azure, par Google. Il y a plein de nouveaux services qui arrivent, super. La plupart d'entre eux, ils ont 10 ans d'avance en fait sur le marché. La plupart des clients, tu leur en parles. On parle par exemple d'intelligence artificielle dans tous les sens, que ce soit ChatGPT ou d'autres, c'est génial, c'est super. Mais la plupart des clients, une fois que t'as pas fini d'en parler, disent bon, maintenant est-ce qu'on peut parler du métier? Parce que ça, en fait, c'est sympa, mais c'est comme un sujet sur le bord de la table quand on discute le midi. Mais c'est pas un vrai sujet d'intérêt à l'intérieur de la plupart des clients. La plupart des clients aujourd'hui, et ça, même les fournisseurs de cloud ont du mal à l'accepter, ils font de la bonne vieille VM dans du réseau avec du stockage. Et ils font majoritairement ça. Et quand tu commences à passer déjà à une transformation qui amène des conteneurs, c'est déjà beaucoup. Quand tu parles de continuous integration, continuous delivery, c'est déjà énorme. Quand tu parles d'infrastructure as code, c'est monumental. Si tu parles maintenant d'automatiser aussi la sécurité qui va avec et l'optimisation des coûts, tu es sur un pourcentage minime. Moi, tous mes clients cumulés sur une année, tous ceux que je vois en formation ou en conseil, pour moi, c'est 12-15% des clients qui sont capables d'aller jusque-là. Tout le reste, ils sont encore à se poser des questions d'entrée ou alors simplement migrer leur grosse masse de workload dans le cloud et à regarder simplement comment déplacer leur carton dans le cloud. Voilà. Et qu'est-ce qui va rentrer dedans? Comment ça va y rentrer? Est-ce que c'est viable ou pas? Comment comprendre la facture? Comment comprendre les règles du jeu? Il y a une espèce de nébuleuse sur la compréhension de ce que c'est. Alors, moi j'aime bien toujours rappeler à mes clients la posture du fournisseur de cloud. Parce qu'en fait, j'aime bien cette question, what's in it for me? Donc, qu'est-ce qu'il y a pour eux là-dedans? Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils délivrent du service? Pourquoi ils louent leurs propres infrastructures? C'est que c'est rentable pour eux. Donc, ils ont un modèle dans lequel vendre cette façon de consommer leur rapporte quelque chose. Et ce quelque chose, en fait, c'est les frais d'un fournisseur de cloud, c'est quoi?
c'est l'hébergement de leur architecture complète. Voilà. Donc ils ont des serveurs, du stockage, du réseau, des équipes qui maintiennent tout ça dans les data centers. Il faut les alimenter électriquement, en refroidissement, etc. Et ils ont un coût mensuel qui tourne. À partir de là, l'objectif, c'est de venir faire exister le plus de choses possible, au centime près s'il faut, et que le plus gros volume d'activités ait lieu, y compris même si c'est des petites activités sur des millions de petits clients, pour pouvoir générer suffisamment de revenus mensuels pour payer cette facture. Et tout le reste, c'est du bénéfice. C'est aussi simple que ça. Je compare toujours le cloud à un restaurant à volonté. C'est exactement la même logique. Ouais, c'est un peu ça. Puis aussi, il faut comprendre la genèse de l'infonuagique comme on le connaît maintenant avec AWS. Amazon, c'est parti du seul fait qu'Amazon avait la capacité excédentaire et a décidé de louer sa capacité excédentaire. Et là, est parti. Donc, c'est juste un principe que ces clouders-là louent de la capacité excédentaire qu'ils ont. Et c'est devenu un business de louer de la capacité excédentaire parce que AWS sert Amazon dans la forme qu'on connaît, qu'on consomme comme citoyen, mais il demeure, c'est toujours ça. Donc, ils optimisent au maximum l'usage de leur espace pour justement en arriver là, optimiser, vendre la capacité qui est excédentaire. Donc, on consomme toujours des restants de table des autres, mais qu'on partage à travers le monde. Donc, on optimise au maximum ces éléments-là. Mais encore là, puis là, on glisse sur la notion de cloud native, c'est-à-dire comment on aborde ces éléments-là. Tu l'as mentionné, il y a très peu de clients, puis moi, mes chiffres sont même plus bas que les tiens en termes de personnes que je côtoie qui sont cloud native, là, qui sont capables de réfléchir dans un contexte où l'infrastructure est inexistante en termes de préoccupation, qu'on a littéralement tout sous-traiter l'infrastructure. Puis c'est ça qu'on fait. Puis ça, c'est la façon la plus... ça. Ce qui est triste aussi, puis là, tu parlais de déplacer les cartons, c'est comme ça, le cloud devient qu'un ordinateur ailleurs. Puis il faut pas le voir comme ça parce qu'il y a un danger de le voir comme ça parce que c'est juste, dans le fond, on fait juste déplacer dans un autre... tant qu'à ça, prenez un hébergeur local qui va mettre des serveurs dans un rack pour vous autres. Ça serait peut-être probablement mieux servi au total que d'espérer qu'il va y avoir du bénéfice à aller en infonuagique et donc le danger de se faire voler énormément d'informations parce que on l'a pas fait parce qu'on était encore là cru le mirage que tout ça était magique là. Puis c'est un peu ça aussi où on veut arriver, c'est la réflexion initiale. Elle doit dépasser tout ça, puis elle a plusieurs facettes. Si on parle de FinOps, par exemple, le volet financier, tu parlais comment appréhender le volet financier? Parce que là, les conséquences sont directes. Si je laisse mon workload rouler pour rien pendant une nuit, ben ça peut représenter des milliers de dollars de plus qui sont payés, qu'on perd dans l'économie potentielle qu'on va chercher à ce moment-là, ou tout ce qui est conséquent avec ça. Fait que les gens ne mesurent pas à quel point les coûts sont cachés. Et les clouders ont de très bonnes calculatrices, d'une chose, mais en même temps, ils vont mettre plus d'énergie sur le bénéfice puis ces affaires-là. Puis des fois, il y a une déconnexion entre le client et sa réalité, là. Pour reprendre sur ce que tu disais, l'intérêt ensuite, c'est de comprendre que le client doit voir le cloud non pas comme une finalité, mais comme un outil, rien d'autre. Donc oui, le fournisseur de cloud, lui, il a un outil, il veut le rentabiliser, donc il y a une facturation. Tout ce qu'on consomme dans le cloud a forcément un coût, même ce qui est gratuit ne l'est pas réellement, puisqu'il emmène des effets de bord. Quand tu utilises un produit de templatisation, de modélisation pour déployer d'autres services, l'outil est gratuit, mais les services que tu déploies, les ressources que tu déploies, elles sont facturées. Et ce qui est intéressant, c'est que les clients qui s'en sortent le mieux aujourd'hui sont ceux qui ont compris que le cloud n'est qu'un outil. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, et je le vois, on est d'accord que 80%, et c'est vraiment à vue de nez comme ça, du marché, c'est du cloud hybride. C'est-à-dire que les clients ont du privé, ils gardent des choses chez eux et ils utilisent le cloud public comme une extension, soit pour l'élasticité, soit pour la reprise, soit en complément, soit parce qu'ils sont en train de migrer. Peu importe en fait finalement le scénario, dans les trois, c'est la même chose. C'est-à-dire que j'existe à deux endroits différents. Il y en a un avec un coût que je peux connaître un peu à l'avance, qui est relativement fixe, et il y en a un qui est là pour la maniabilité. Et les clients qui s'en sortent le mieux, c'est peut-être ceux qui ont compris ça. On compris qu'il fallait garder des choses chez soi, peut-être parce que c'est plus rentable, parce qu'on a déjà un modèle et qu'on l'a déjà rentabilisé. On a les personnes, on a le matériel, on connaît, c'est déjà notre habitude, et on sait le gérer, et ça nous convient. Et comme tu dis, à partir du moment où le client est clair avec son idée et que ça rentre tous ses objectifs, bah on n'a rien à dire si c'est ce qu'il veut. Mais le cloud public peut devenir une extension du cloud. Après, quand on rentre entièrement dans le cloud, il faut vraiment voir ça comme une énorme boîte à outils pour desservir les affaires.
Donc, si le client n'est pas au clair sur ce qu'il vient faire et quelles affaires il vient faire dans le cloud, ça va pas forcément l'aider beaucoup. Et rentrer dans le cloud ne représente pas de plus-value financière. Là aussi, je le vois de temps en temps avec des clients qui pensent qu'ils vont devenir, je dis, plus riches d'un coup parce qu'ils sont dans le cloud. Comme je leur dis toujours, alors en restant très poli, parce que j'ai une version beaucoup plus sale, mais je vais pas la dire ici, avoir une mauvaise idée chez soi, c'est toujours une mauvaise idée dans le cloud. Donc, je dirais que c'est pire avoir une mauvaise idée dans le cloud parce qu'on a la capacité de la multiplier, de l'amplifier, notre mauvaise idée, encore plus largement que ce qu'on a les moyens de le faire à la maison. Et on le sait combien elle coûte, en plus. Directement, on le voit. Voilà, on a la tarification. Mais c'est ce qui fait le plus mal, je pense, à certains clients qui réalisent, en fait. Et on en a parlé plusieurs fois en off. C'est le mot valeur qui est intéressant. C'est le mot valeur. On a maintenu des charges de travail chez soi, on a maintenu des équipements de stockage de réseau, on a maintenu des façons de travailler qui n'amenaient peut-être pas de valeur jusqu'ici. Sauf que quand on est confronté à la facturation réelle de ces services et de ces usages, on se dit mince, on a peut-être raté un truc. Et c'est difficile de réaliser que ça fait peut-être 30 ans qu'on fait des trucs qui n'ont pas de valeur. Même humainement, hein, même individuellement, hein, quand tu réalises que tu as fait une erreur toute ta vie et qu'au milieu, quand tu as 30, 40 ou 50 ans, c'est d'autant plus difficile de se remettre en cause. La remise en cause, elle est toujours difficile. Et dans la relation au cloud, et là, on va blâmer un petit peu les fournisseurs. J'aime bien quand même de temps en temps, mais je les côtoie hein, chez les clients. J'avoue que les fournisseurs de cloud je vais pas dire ne jouent pas le jeu, mais ils ont tendance à pousser à la consommation. Et je leur en veux pas, mais parce que je connais leur objectif. Leur objectif, c'est qu'on facture le plus possible. Là, je me suis retrouvé plusieurs fois, moi, à avoir des discussions avec eux en disant, on va se calmer sur le temps. Parce que plusieurs fois dans la même réunion, ils vous disaient, mais vous commencez quand? Mais vous commencez quand? Mais vous commencez quand? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, l'objectif, c'est qu'on fasse de la facture. Et ça se voit quand on fait des workshops. Ça se voit quand on fait des présentations. Si vous faites le Reinvent d'Amazon, vous avez plein de démonstrations. Mettez les mains dedans, ils vous disent. Prenez la main dessus. Et donc souvent, beaucoup de clients ont tendance à aller jouer avec le produit et à faire comme première expérience de rentrer comme ça par le test. Alors, qui plus c'est par les populations techniques, les nerds, les geeks. Donc on se met tous les mains dedans, on est les premiers, on est ravis. Tiens, on peut faire des conteneurs, on n'en avait pas fait jusqu'ici. Tiens, j'avais jamais fait du Kubernetes, il y en a, c'est génial. Tiens, de l'IA, j'avais jamais vu ce que c'était, je peux le voir. Et ce côté opportuniste, il est intéressant. Mais ça fait pas un métier, ça fait pas une façon de faire, ça fait pas une intégration avec une procédure qui cadre que c'est légitime ce qu'on est en train de faire, que ça vaut le coup de le faire. Et il y a cette espèce d'invitation un peu. C'est pour ça que j'aime bien l'idée du buffet à volonté. C'est-à-dire que dans un buffet à volonté, on peut voir passer devant des plats où on a faim avec les yeux, comme j'ai. On a faim avec les yeux avant même de commencer, alors qu'on a déjà plus faim de l'estomac. L'estomac, il dit c'est bon, j'ai fini, mais vous reprenez quand même une assiette. Et c'est là où il gagne de l'argent. Et c'est là où le fournisseur de cloud va gagner de l'argent. Donc quand on est un client, faut se rendre compte qu'une fois qu'on a découvert le truc, ok, on fait une petite phase de découverte, il faut prendre le temps de poser à table. Et là, on a un problème. C'est qu'on a des gens qui veulent pas attendre. On est face à je sais pas, peut-être que je vais faire mon vieux con. Je sais pas si c'est notre époque ou si c'était déjà comme ça avant. Mais on a de plus en plus de gens qui veulent pas du tout attendre. Ils veulent aller au résultat directement. Ils ont une idée, ils veulent le résultat, ils veulent pas faire ce qui est au milieu. Le fameux gnome voleur de slip. Hein. Donc j'ai des slips. Étape 2, je sais pas 3. Étape 3, gagner de l'argent avec. Ok. Donc on a des gnomes voleurs de slip qui arrivent dans le cloud, ils disent c'est génial. Le cloud se vante d'arriver à de la disponibilité, de l'élasticité, de l'alignement avec le valeur de ce que vous voulez. Mais ils expliquent pas forcément comment le faire. Et ça, c'est les partenaires, c'est les consultants qui vont le faire. C'est les partenaires tiers qui vont le faire. Faut-il encore que le client ait envie d'accepter de passer du temps pour ça? Et faire accepter à un client qu'il faut passer du temps, quand il a vu la success story d'une autre boîte, bah c'est plus difficile. J'ai l'impression des fois que les clients sont un peu comme des enfants qui regardent TikTok. C'est-à-dire qu'ils regardent quelqu'un qui fait un truc du premier coup, sauf qu'ils n'ont pas vu que la personne a fait 6753 essais avant d'y arriver. Et nous, on est là pour arriver et dire, oh, il va falloir s'entraîner longtemps avant d'y arriver. Oui, puis il y a cet élément-là, puis effectivement, j'aime bien l'exemple de TikTok dans ce cas-ci, ou en tout cas à peu près tous les exemples où la facilité semble être présente, mais elle n'est pas réelle parce que les gens voient pas ce qui est en avant, parce que les gens se sont préparés. Je vois beaucoup puis c'est là la source principale du problème, c'est que les gens se faisaient ce qu'on sympathiquement on nomme des DMU, des développements milieu utilisateur. C'est des gens qui sont développés des Excel très complexes pour faire des éléments business avec. Puis là, en pensant qu'en arrivant d'Info Nuagique, peuvent prendre justement leur Excel qu'ils aimaient beaucoup, qu'ils chérissent beaucoup,
comme leur animal domestique, là, ils aiment beaucoup leur Excel, mettre ça dans un Power BI, mettre ça dans le cloud, ça va être magique, c'est facile de le mettre dans le cloud, des choses comme ça. Et là, notre travail de technologue ou de spécialiste dans l'infonuagique, on dit non, on peut pas faire ça, là. C'est pas ton Excel sur ton ordinateur au bureau n'est pas la même chose qu'un Power BI en infonuagique, parce que là, il faut réfléchir aux accès, il faut réfléchir au chiffrement des données. Est-ce que la localisation des données dans certains cas, parce que des données qu'on ne peut pas sortir du territoire, est-ce que les données restent sur le territoire? Est-ce qu'elles sont protégées adéquatement? Il faut les surveiller, ces données-là, maintenant, parce qu'on peut pas les laisser se promener comme ça à l'air libre comme ça. Il faut les encadrer, il faut faire, dans certains cas, des rapports de conformité, parce qu'il y a des données qui ne peuvent pas se promener sans avoir un rapport de conformité qui suive. Donc, toute cette notion-là, puis là, ils sont tout fâchés parce qu'ils pensent que, ouais, mais justement, l'étape 2, ouais, mais il est où mon profit? Ben, il y en a peut-être pas tant que ça de profit dans l'histoire entre les deux. Quand le client te montre la quantité de données qu'il veut traiter, t'as déjà vu un fichier Excel d'un péta, toi? Ça va être compliqué à gérer. Ah, c'est vrai. On a l'impression des fois effectivement d'être celui qui arrive et qui gâche un peu la fête, parce que tu rappelles la réalité. Mais il y a des tâches dont le temps de réalisation est incompressible. Il faut 9 mois à une femme pour faire un bébé. Il faut pas 1 mois à 9 femmes pour faire le même bébé. Ça marche pas. Donc il y a des tâches que tu ne peux pas découper, que tu dois faire, qui doivent prendre du temps. Et quand tu rentres dans le cloud, il y a des tâches qui doivent prendre du temps, il y a des problèmes qui arrivent parce que tout ne se passe pas du premier coup. Et là aussi, alors dans la relation avec les fournisseurs de cloud, moi, il m'est arrivé souvent quand on fait une migration dans le cloud, déjà c'est un terme que j'aime pas parce qu'il veut tout dire et rien dire à la fois. On parle des 7 R. Donc le retain, retire, rehost, refactor, il y a tous les R. Et celui qu'Amazon préfère le plus, c'est le rehosting, le lift and shift, ou comme je dis, le lift and shit. C'est-à-dire, envoie tes VM le plus vite possible dans le cloud parce que ça fait de la facture. Parce que c'est celui où on a le plus de résultats facilement. Et j'entends en quoi ça peut être séduisant pour des clients de se dire, je suis rentré dans le cloud. Je sais pas pour vous, mais moi, quand je déménage d'une maison à l'autre, je considère pas que je me suis installé quand j'ai les cartons au milieu du salon. Être s'installer, c'est avoir fini tous les travaux, s'adapter à cette nouvelle vie. Ça prend des mois, des fois, voire des années. Et on est nombreux à avoir emménagé dans un appartement ou une maison où on a refait des peintures, des fois 3 ans après l'arrivée. Et on est resté avec la vieille peinture dégueulasse pendant 3 ans, quand c'est pas plus. Et c'est du vécu, hein. Aussi, ou des cartons qu'on n'ouvre jamais non plus, ou tu sais, tous ces éléments-là puis derrière, c'est la règle. Je pense que si après un mois, le carton n'est pas défait, jette le carton parce que ça sert à rien. Si le contenu est inutile. Et il faut faire ça en infonuagique aussi. S'il est inutile, on n'en s'en sort pas au bout du mois. La VM, on la jette. Voilà, c'est devenu un meuble, ça fait partie de la décoration. Et les clients, quand ils arrivent dans le cloud, effectivement, quand ils n'ont pas fait l'épuration, le clean-up, qu'ils ne font pas pour la plupart d'entre eux avant, ils se retrouvent avec plein de trucs, de mauvaises pratiques, de disques, de données, et ils gueulent sur la facture à la fin. Et je comprends pas, le cloud c'est super cher. Oui, mais en même temps, t'arrives pas à justifier une partie de ce qui est présent dedans, et le cloud te donne la facture exacte de ce que tu leur consommes aujourd'hui. Donc si t'en veux pas, responsabilise-toi, je suis désolé, hein, c'est ça l'étape d'après. Et ça nous amène à évidemment quelque chose qui est très à la mode. Donc on en parlait là aussi en préparation. En ce moment, il y a plusieurs articles qui sont sortis sur des clients qui s'en vont du cloud. Et moi, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir en me posant la question, t'en penses quoi? Je dis toujours, la question à se poser, c'est est-ce que c'est un échec du cloud ou est-ce que c'est un échec du client dans le cloud? Et il n'y a pas un article où le client va te dire ouais, j'ai merdé, j'avoue, c'est ma faute. D'abord parce que quand c'est le cas, ils s'en vont pas. En fait, ils corrigent, ils améliorent, et au contraire, ils sont plutôt contents d'eux, ils sont plutôt fiers de dire écoute, on a fait une erreur, ok, et on a appris quelque chose, et on voit les effets bénéfiques qu'on a potentiellement. Mais ils en parlent juste pas. Ils sont trop gênés de leur... Ils en parlent juste pas. Voilà. Donc les clients qui aujourd'hui repartent du cloud, c'est d'abord des clients chez qui moi j'ai pas un seul qui est capable de me dire combien son cloud privé lui coûtait avant d'aller dans le public et quel comparatif il fait. Ensuite, c'est des clients qui omettent totalement, et dans tous ces articles je me défie d'en trouver un qui fait le contraire, ils omettent totalement le bénéfice des améliorations d'organisation du travail qu'ils ont eu grâce au cloud, qu'ils vont réimplémenter chez eux.
Parce qu'en fait, souvent, quand on regarde, moi, j'anime des formations FinOps, on fait des cours d'exploitation et d'automatisation. Je dis aux clients, vous savez que la plupart des trucs qu'on vous conseille de faire, vous pouvez les faire chez vous avant d'aller chez Amazon ou Azure. Et en fait, vous avez profité de l'opportunité du changement pour induire aussi un changement dans l'organisation du travail, dans l'organisation de l'équipe, dans l'organisation, dans la valorisation, dans la quête de valeur de ce que l'on fait, dans l'interrogation de je fais un truc, je sais pas pourquoi, peut-être qu'en fait ça sert à rien, on va peut-être arrêter de le faire. Mais quand on fait de la conteneurisation, c'est pas pour la beauté du Kubernetes ou Docker, c'est parce qu'on va créer de l'agilité par la petitesse des tailles des objets qu'on va manipuler, qui va nous amener à les manipuler plus vite, de façon, on va dire, moins risquée, puisque ce qui casse c'est plus petit, c'est plus malléable. Cette agilité-là, on pouvait l'avoir chez nous. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est un client qui revient chez lui et qui est capable, honnêtement, et je pense que ça n'existe pas, de me dire combien lui coûte le fait de réinventer la couche d'API. Parce que c'est bien beau d'avoir des serveurs, c'est bien beau d'avoir du stockage, du réseau, de dire on a fait du VMware, de l'Hyper-V ou du Nutanix pendant des années, c'est bien, on savait déjà le faire, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'un fournisseur de cloud tel qu'Azure ou Amazon ou Google, ils vous fournissent une couche d'interprétation et de présentation des services que très peu de clients savent recréer avec le même niveau de détail, de performance, de suivi, de compréhension, de monitoring, d'intégration. Donc, pour une charge fixe, je peux comprendre que tu prends 3000 VM, tu les mets dans le cloud, tu les mets chez toi. On est d'accord, ça vaut pas grand chose d'aller les mettre dans le cloud. Je suis tout à fait d'accord. Et les clients qui me disent qu'ils vont migrer des VM pour rien faire d'autre, je leur dis ne migrez pas. Vous n'avez aucun intérêt. Ça fait 8 ans que j'ai le même discours. Mais c'est pas ça, le cloud. C'est pas juste migrer ces emmerdes. Sinon, on est d'accord, ça ne sert pas à grand chose. Ce qui nous intéresse, c'est l'opportunité d'aller faire les choses différemment, d'avoir accès à des choses qu'on ne sait pas faire chez soi. D'avoir l'opportunité de se dire, si demain je veux passer de 2000 VM à 25 000, je peux. Chez soi, non. Chez soi, vous n'avez pas un dirigeant qui va vous sortir le carnet de chèques pour acheter autant de serveurs pour du one shot. Ça n'existe pas. Donc vous allez continuer à faire les deux. Et d'ailleurs, dans les scénarios qui m'ont été présentés cette semaine d'entreprises qui quittent le cloud public, ils quittent pas vraiment le cloud public. Il y en a beaucoup qui font des retours arrière, et là c'est plus réaliste, de charges de travail qui, une fois posées dans le cloud, s'avèrent être relativement statiques aussi, et donc peut-être moins intéressantes, et ils ont voulu en reprendre le contrôle chez eux. Je mets de côté tout ce qui est question de sécurité, de contrôle, de propriété, qui n'est pas une notion purement technique pour moi, mais qui est une notion vraiment stratégique. C'est-à-dire, en fait, peut-être que c'est pas au niveau de la stratégie de sécurité que j'ai mis en place d'aller chez quelqu'un d'autre. Et ça, depuis le départ, pour moi, c'est un argument tout à fait recevable. Quand on me dit ça, je peux pas l'envoyer dans le cloud parce qu'il faut que j'ai le contrôle dessus, parce que chez Amazon ou chez Azure, j'ai pas confiance. Et ben, pas de problème. Quand un client me dit j'ai pas confiance, je dis OK. Moi, j'entends. Et je suis d'accord avec toi. T'as raison de pas avoir confiance. Dans ce cas-là, on reste chez nous et c'est très bien comme ça. Par contre, on vérifie que chez soi, on puisse être de confiance aussi. On a fait le même boulot. Sinon, ouais, c'est pas parce que c'est chez toi que c'est plus sécuritaire ou t'as plus confiance ces éléments-là aussi. Puis ce que tu mentionnes jusqu'à présent, c'est que essentiellement le retour arrière ou le retour d'une partie des charges sur site ne sont que une mauvaise planification initiale où les gens ont migré des charges qu'ils n'auraient jamais dû envoyer en info nuagique de toute façon, puisqu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils n'étaient pas adaptés, parce que la réflexion en amont n'a pas été faite parce que c'est pas les bons services qui ont été envoyés ou ne sont pas découpables parce que tu sais il y a des systèmes malheureusement puis on va le trouver dans l'industriel entre autres mais dans d'autres secteurs aussi qui ne sont tellement pas faits pour aller en info nuagique parce qu'ils ont été constitués dans des temps immémoriaux que dans lequel le design ne permet aucunement. Donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun bénéfice à le faire. Mais c'est entêtement aveugle, puis je l'ai vu à plusieurs endroits, qui est très aveugle d'ailleurs. On migre tout. Ouais, non, faites pas ça. Réfléchissez à ce que vous voulez migrer. On va le faire, on va atteindre l'objectif. Puis c'est justement d'aller chercher la valeur. Puis des fois, il n'y en a juste pas de valeur de migrer de cette façon-là, du moins dans le format dans lequel ils sont initialement. Puis s'ils peuvent profiter de la transformation que ça prend. Mais une transformation, ça prend de l'énergie, ça prend du temps. C'est pas facile. Oh. C'est juste, là, on parle de transformation numérique, c'est une chose. Mais si on veut l'imaginer vraiment une transformation humaine, juste changer nos habitudes, c'est très difficile. Fait qu'on imagine comment une organisation en transformation numérique peut être résistante à ça, parce que c'est plein de petits humains qui veulent pas changer à travers tout ça. J'aime beaucoup cet axe sur lequel tu vas, parce que
transformation digitale numérique, on nous bassine les oreilles depuis maintenant presque 15 ans avec ça. Comme c'est le projet à la mode. Pareil, souvent il manque totalement de sens en fait. C'est-à-dire que les clients chez qui, les entreprises qui le mettent en place, très peu ont conscience en fait de ce que ça signifie. Et comme tu dis, derrière il y a des gens qui vont réaliser tout ça. Il va y avoir du travail, il y a des positions qui vont changer, il y a des rôles qui vont changer. Ce qui est très déstabilisant. L'être humain est un grand enfant qui aime bien la continuité. On est tous pareils. Même moi le premier. On en parlait, hein, si on est freelance, c'est pour notre sécurité et pour pouvoir avoir le contrôle sur les éléments qui d'habitude ne sont pas contrôlables pour nous. Donc on en est la preuve. Et tous nos clients font la même chose. Et donc quand on va changer l'environnement, qu'on arrive dans le cloud public et que ça change la donne, les clients, quand ils essaient de faire passer ça, ils disent « Ah mais le fournisseur nous avait dit que ça allait améliorer les choses. » Non, mais ce qu'il a oublié de vous dire, c'est qu'un projet, c'est toujours la couche fluide du modèle OSI. C'est l'être humain. C'est lui qui l'initie, c'est lui qui réalise. Si tu changes pas cette couche-là, tu peux rien faire. Je sais pas demain que ChatGPT va prendre notre place ou qu'une intelligence artificielle ne va prendre notre place, d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas intelligente du tout déjà. et c'est juste des gros automates. L'être humain est toujours le pilier de tous ces projets. Et ces entreprises qui repartent en arrière, j'interroge toujours sur comment tu fais pour réinventer toute la tuyauterie qui est au milieu. Et je voudrais voir l'effort humain, les personnes que tu dois embaucher ou former pour reprendre le contrôle, et quel est le verdict réel, c'est-à-dire est-ce que ça marche vraiment? Combien ça vous coûte? Combien ça vous a coûté de partir et de revenir? Il y a énormément d'éléments qui sont jamais pris en compte, parce que souvent on va dire ah bah ça coûte tant d'argent de moins. Ouais, enfin t'as cumulé le prix des VM, du stockage, des réseaux, les données entrantes sortantes, d'accord, ok. Mais quand tu regardes, je compare toujours ça à un hôtel. Le frais de fonctionnement d'un hôtel, c'est pas juste le prix du sol, du loyer, et de l'électricité et de l'eau. C'est les personnes qui sont dedans, c'est le management, c'est la gestion, les stratégies. Enfin, il y a plein d'autres éléments qui rentrent en compte dedans, dans sa vie, dans sa possibilité d'exister, de continuer. Et un hôtel qui fonctionne, c'est pas juste un bel hôtel physiquement. C'est un hôtel qui est bien organisé, bien structuré. Là, moi, j'aimerais bien, dans ces articles-là, on n'a pas le coût du mouvement aller, le coût du mouvement retour. Est-ce que les clients sont capables, en cas de panne majeure, de reprendre quand même? Parce que je rappelle que pendant des années, on a eu des clients qui faisaient des disaster recovery plans, mais qui étaient incapables de les tester parce qu'ils avaient peur de leur propre disaster recovery plan. Je les mets au défi de faire du chaos engineering en privé. Je parle d'un client qui serait totalement reparti du public, qui n'irait plus du tout en public. Je n'ai pas vu aujourd'hui. Mais c'est la raison même pourquoi Netflix a abandonné la gestion de ses propres centres de données, parce que la gestion de cette relève-là, de cette continuité-là, elle est juste trop difficile à gérer pour eux. Ils l'ont sous-traité, tout ce volet-là. Ils ne font que bénéficier par-dessus ce que dans ce cas-ci, c'est Amazon leur offre, AWS leur offre, pour ne plus avoir à réfléchir du câblage des sites, des éléments, puis tout ce que les clouders sont excellents à l'heure actuelle. En général, je vais parler de mon expérience personnelle. Le premier cours d'architecture que j'ai suivi de ma carrière chez Amazon, j'ai été le pire stagiaire possible avec le formateur. J'ai pas arrêté de l'emmerder toute la journée, lui poser des questions sur le matériel qui était en dessous, parce que je venais de ça. Je venais je faisais de la formation du conseil VMware, je faisais de l'infrastructure, j'avais créé des cours d'architecture de stockage de données avec des BSAN, NAS dans tous les sens. Et je suis arrivé à l'hôtel le soir, après la première journée, et j'étais dépité. J'étais ouais, pourquoi il veut pas me répondre, il est con. Et à un moment donné, mon cerveau était plus intelligent que moi. Il m'a dit mais c'est toi qui es con. Arrête, ça sert à rien en fait. Parce que ces questions-là, elles n'ont d'intérêt que quand je peux faire des choix qui vont dans ce sens-là. Mais à partir du moment où on me fournit un accès à un service qui est déjà managé, quel est l'intérêt que je me pose ces questions? Puisque ce ne sont plus des choses que je vais faire. Et je pense pour moi, et c'est mon interprétation, mais je peux me tromper, que beaucoup de clients aujourd'hui qui sont déçus du cloud, c'est parce qu'ils viennent avec cette vieille habitude, ces vieilles références, et ils ont la sensation qu'il faut continuer à le faire, et ils ont du mal à passer le cap. Ils ont du mal à lâcher prise. Donc je dis toujours, faut tuer le Gollum, my precious, voilà, qui est en vous. Il faut l'éliminer, il faut le laisser passer. C'est pas grave, le changement ça fait peur, mais il faut passer à autre chose. Et comme tu disais tout de suite, Netflix ou d'autres ont compris que ce qui était intéressant finalement, c'est de puiser dans ce qu'il y a devant nous. Oui, c'est pas gratuit. Oui, il y a un impact. Et donc oui, il faut garder le nez dessus. C'est pour ça qu'on fait du FinOps. Le FinOps, c'est pas juste une fumisterie, c'est une réalité. Il faut pratiquer le contrôle financier constant. Et donc oui, il faut tirer des alertes. Et il faut trouver une chaîne de valorisation interne. C'est-à-dire que quand on se met à consommer de la ressource chez Amazon,
c'est parce qu'on a un projet, et ce projet, chez soi, faut qu'il ait du sens. S'il n'en a pas, et que vous dépensez plus d'argent que le sens qui est généré, la valeur qui va avec, c'est pas le problème du cloud. C'est un problème du projet, du sens du projet, de la valorisation de ce projet qui n'en a pas. Donc, c'est vraiment la responsabilité des clients. Et moi, j'invite tous les clients qui rentrent dans le cloud, ou qui vont rentrer, ou qui y sont, et qui se posent cette question de, ouais, mais peut-être que quand je lis cet article, peut-être qu'en fait, on devrait se barrer, est-ce que ça vous sert aujourd'hui, ce que vous faites? Est-ce que vous dépensez plus d'argent que vous n'en rentrez? Alors, si vous perdez de l'argent dans le cloud et que vous gagnez pas assez à côté, soit effectivement vous n'êtes pas au bon endroit, peut-être aussi que vous avez un modèle d'affaires qui aujourd'hui est à remettre en cause. Et c'est pas sûr qu'en achetant ses propres infrastructures, vous ayez le même niveau de service. On peut aussi, et ça pour l'avoir connu, avoir des infrastructures privées qui prétendent être du même niveau de service, mais qui sont tout à fait à des années-lumière de ça, avec pas de redondance, pas de sécurité réelle, pas de zero trust, tout le monde a accès à tout. Et on connaît les clients qui ont fait ça, on en a croisé, qui arrivent avec le sourire aux lèvres en disant on est un super modèle, et en fait quand vous arrivez chez eux, vous dites non, mais t'es au courant qu'en fait tout ce que tu fais là, les 70%, faudrait l'enlever parce que c'est très dangereux. Donc il y a ça aussi, une question d'intégrité, d'honnêteté. Comparons serait comparable. Mais pour revenir sur le sujet d'origine, oui, les fournisseurs de cloud, évidemment, vont dans le sens de la facilitation. Et il y a un langage même qui est utilisé. Il y a des communications qui sont utilisées là-dedans. Maintenant, un vendeur de voitures, vous pouvez pas l'engueuler parce qu'il vous vend une voiture. À un moment donné, en tant qu'individu, quand quelqu'un vient en sales et vient vous vendre quelque chose, c'est vous qui êtes face à la prise de décision. Donc après, c'est au client de se responsabiliser, de dire alors, qu'est-ce que je vais aller faire dans le cloud? Quelles sont les solutions que je souhaite trouver? Quels sont les problèmes que j'ai? Et c'est pas évident d'accepter de se dire on a des problèmes et on doit les affronter. Et donc j'invite moi tous les gens qui nous écoutent à d'abord se poser des questions sur les problèmes qu'ils ont et voir s'ils peuvent pas les solutionner même sans les aller dans le cloud avant d'y aller. Et de voir ensuite potentiellement quel serait l'intérêt d'aller dans le cloud au-delà de ces problématiques-là. Qu'est-ce qu'on souhaite y gagner? Mais aller dans le cloud, et je crois que c'est une des premières sessions qu'on a fait ensemble, je crois que c'est le premier truc que j'ai dit, aller dans le cloud, c'est pas le projet, c'est pas la destination. C'est juste un moyen d'aller potentiellement trouver, mettre en place une façon d'améliorer des choses qui ne sont pas au niveau qu'on souhaiterait. Effectivement, puis on va revenir puis on va conclure sur ça aussi, c'est le fait que, puis là, on dit pas de ne pas aller dans le cloud, là, le fait c'est juste de vous préparer correctement parce que votre relation avec votre cloudeur avec qui vous allez établir vos choses va être beaucoup plus harmonieuse et probablement beaucoup plus intéressante à terme, vous êtes moins malheureux, vous allez justement pas sortir du cloudeur, pas fâché, et ainsi de suite. Donc, vous allez réussir à tirer de la valeur de votre transfert, même si ça va pas, peut-être pas la vitesse où le vendeur du cloudeur aimerait que vous commenciez à payer les services, mais une fois que vous allez les payer, vous allez être content, vous allez les payer pour beaucoup plus longtemps et beaucoup plus de bénéfices pour vous d'aller dans cette direction-là. Donc, bref, je te remercie de cette intervention-là. C'est super plaisant de commencer ce modèle-là de discussion un peu plus libre et un peu plus philosophique sur les sujets du cloud, entre autres. Merci à toi aussi. C'était un vrai plaisir.